Alors Mario, bonjour. Bonjour, bienvenue chez moi. Merci de nous recevoir. Oui, c'est toujours un plaisir. Alors dernièrement, tu as souvent été interviewé sur tes ouvrages, Oui, euh, mais jamais sur la globalité de ton œuvre. mon œuvre, tout de suite des grands mots, je suis plus modeste que ça. D'accord. Disons la totalité de ma production, disons des livres que j'ai publiés, c'est ça. Voilà. Voilà. Dans le cas des cinéastes, on appelle ça une filmographie. Quel est le terme pour Ah ben c'est une bibliographie. Ouais. bibliographie? Une bibliographie, ouais. Alors moi, ce que j'ai vu, c'est sur ta fiche Wikipédia, il y a un historique, Oui. mais en fait, il ne correspond pas à la chronologie d'écriture, étant donné que Ah, c'est de l'édition. oui. Voilà, c'est ça. Oui, Alors, je vais raconter ça. ce que j'aimerais, c'est voilà, est-ce que tu peux nous raconter la véritable chronologie de ton écriture? Voilà, je vais raconter tout ça. Voilà. Alors, le premier livre que j'ai écrit et publié, c'est Le Petit Coco, qui est paru en 1989 chez Sylvie Messinger. Voilà. Donc, Le Petit Coco, c'est comme ça que m'appelait mon papa, c'est-à-dire que c'est le livre vraiment autobiographique, c'est mon histoire, c'est mon drame en fait, hein, c'est toute la souffrance de ma jeunesse. Et j'ai vraiment eu le sentiment, et je pense que c'était assez bien vu, que j'arriverais pas à vivre et à faire ma vie et à jamais profiter de l'existence avant de m'être purgé de cette histoire affreuse, quoi, horrible. Mais il paraît que j'écris bien, donc il paraît que j'ai réussi à faire d'une histoire horrible un livre tout à fait lisible. Donc j'ai réussi à le sortir, ça a été une longue marche. Hein. J'ai commencé à l'écrire en 82, après le décès de ma mère, et j'ai réussi à le publier en 89. J'ai dû le réécrire 3 ou 4 ou 5 fois. Et pendant toute cette période d'écriture, j'ai vraiment appris à écrire. C'est-à-dire que chaque fois que je présentais ce document à quelqu'un qui me disait « c'est passionnant, c'est bien fait, mais », j'ai toujours écouté le « mais » et je me suis remise à l'ouvrage et j'ai recommencé autant de fois qu'il a fallu. Et quand j'ai fini par trouver, grâce à une dame qui s'appelle Jeanne Charpentier, et qui avait cru en moi dès le début, elle avait vu mon brouillon, le brouillon que je faisais le plus horrible possible, enfin là, c'était vraiment la purge d'écriture, ça n'avait ni queue ni tête, mais elle avait senti toute la force qu'il pouvait y avoir là-dedans, et c'est elle qui m'a accompagnée jusqu'au bout, c'est-à-dire pendant ces 7 années, elle m'a accompagnée, elle m'a dit « Marion, vous avez un talent d'écrivain, je suis sûre que vous allez devenir écrivain un jour », il y a eu au moins quelqu'un pour le croire. Et la longue marche qu'a été la longue marche jusqu'à l'édition, je l'ai racontée dans une série qui est parue sur Égalité et Réconciliation qui s'appelle Des éditeurs, des correcteurs et de la presse, dont jusqu'à Internet on ne pouvait pas se passer pour être publié. Et j'ai vécu cette longue marche. Je travaillais dans la presse, j'étais secrétaire d'un patron, pas d'un patron de presse, d'un éditeur parisien, d'un des grands éditeurs parisiens. Et j'ai appris que j'écrivais très bien, mais que quand on était la secrétaire du patron, il ne fallait pas en plus s'imaginer qu'on allait devenir écrivain de la maison. Mais ça, on me l'a dit comme ça. Alors, ce n'est pas le patron qui me l'a dit, mais c'est les gens qui avaient tout à fait voix au chapitre pour que je sois publié là ou non. Et ils se sont opposés. C'est-à-dire qu'on ne mélange pas le petit personnel avec l'élite, quoi. Donc, j'ai compris de quel bord on me considérait. De toute façon, moi, j'ai toujours considéré que je faisais partie des petits, je faisais partie du petit personnel, donc ça a été très bien qu'on me le rappelle. Et je peux presque dire que dès mon premier ouvrage, je suis rentrée en dissidence, c'est-à-dire que je faisais partie des gens qui n'étaient pas fréquentables. J'ai jamais été méchante, j'ai jamais été odieuse, j'ai jamais été pas regardable, je veux dire, j'ai été une grande belle fille plutôt sympa. Ça ne me plaisait pas que tu transcendes ton statut, que tu changes d'étiquette? Il y a un truc qui s'appelle l'apartheid social, hein, c'est moi je l'appelle comme ça, qui dit que on mélange pas les torchons avec les serviettes. Et le petit personnel qui est là pour obéir, il n'est pas là pour créer. Et on m'a très bien fait comprendre, mais explicitement, que je ne faisais pas partie de l'élite. Alors je me le suis tenu pour dit. Voilà. Donc le jour où j'ai trouvé une éditrice, Sylvie Messinger, ça a été encore grâce à Jeanne Charpentier, qui a cru en moi, qui elle m'a fait travailler, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, elle m'a vraiment appris à écrire, elle m'a appris à présenter. Qu'est-ce que c'est apprendre à écrire? C'est écrire, recommencer, se faire lire, recommencer. La personne qui dit « moi c'est ça ou c'est rien », ça ne sera pas un écrivain. Un écrivain c'est quelqu'un qui, comme dit le poète, « hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez, ajoutez quelquefois et souvent effacez ». L'art poétique, voilà. Donc l'art poétique va pour l'art à la fois de reportage, de journalisme, d'écriture de romans. Il faut recommencer. J'ai appris, bon je le savais déjà, mais je ne l'avais pas expérimenté, qu'on obtient ce qu'on veut à force de travail, d'obstination et de travail. Et le travail, c'est pas n'importe quoi, c'est pas l'effort dans tous les sens. C'est la rigueur,
c'est la recherche, non pas de perfection, parce que je suis pas assez bête pour rechercher la perfection, mais disons la recherche systématique d'amélioration. Et mon critère pour savoir si un texte, à mes yeux, était présentable, c'est quand j'avais l'impression que tout le monde allait le comprendre. Alors je sais qu'il y a un grand chic qui consiste à dire moi j'écris pour qu'on comprenne entre les lignes, moi j'écris pour qu'on comprenne sur les lignes. Je veux qu'on comprenne tout de suite. Si quelqu'un me dit j'ai pas compris ce que tu veux dire, j'ai dit ok, c'est mal écrit, donc je recommence, jusqu'à ce que tout le monde comprenne au maximum, la perfection n'étant pas de ce monde. Donc c'est vraiment en écrivant Le Petit Coco que j'ai appris à écrire, un livre, grâce à l'obstination de cette Jeanne Charpentier, que je salue, si elle est encore de ce monde, je lui dis un grand bonjour. C'est vraiment une femme tout à fait délicieuse et enthousiaste et profondément humaine. Et elle m'a fait connaître Sylvie Messinger, qui est décédée depuis, qui est une femme de la même trempe, pour qui, alors sans être féministe, ce sont des femmes qui avaient la solidarité pour les autres femmes, solidarité dont je me réclame. C'est-à-dire que, voilà, une démarche de femme m'intéresse dans la mesure où c'est pas de l'hystérie, où c'est pas de la manipulation. Donc c'est grâce à des femmes que je suis devenue écrivain et grâce à cette histoire. Alors j'ai parlé à Alain Soral, dont on parlera tout à l'heure, j'ai parlé à Alain Soral de republier ce Petit Coco. Alors qu'est-ce qui est arrivé avec ce livre? Il a été présenté à des commerciaux, j'ai présenté vraiment sous la surveillance et bienveillante de Sylvie Messinger, j'ai présenté ce projet à des commerciaux au moment de la sortie du livre. Ils ont été enthousiastes, ils ont mis ce livre partout, mais quand il s'est agi de le présenter à la presse a refusé d'en faire la moindre recension, nulle part. Et j'ai été complètement... j'ai compris que j'avais rien à attendre de la presse à ce moment-là. Et je comprenais pas. Je comprenais pas au début. On me disait, mais enfin, c'est très bon. On me disait, c'est très bon. Moi, j'ai pas demandé. Je disais pas aux gens, dites-moi que c'est bon. On me disait, mais c'est très bon, c'est très fort, c'est extraordinaire. Il y a des gens à qui j'ai envoyé le livre. Il y a un gars notamment, mais pas uniquement, mais il y a un gars notamment, il a pris sa moto au milieu de la nuit. Il m'a déposé une lettre dans ma boîte aux lettres en disant, je viens de terminer Le Petit Coco. J'ai passé la nuit en larmes. Je te remercie de l'avoir écrit. Il y aurait eu Internet à ce moment-là, j'aurais reçu un courriel, mais c'était pas le cas. Et il y a vraiment des gens qui m'ont remercié d'avoir écrit ce truc-là, et il n'y a pas un organe de presse qui l'a relayé. Rien. Donc je me dis, bon, je vais recommencer, puis j'ai recommencé jusqu'à ce que... on parlera de la suite. Donc ça, Alain Soral, à qui j'ai demandé de le rééditer, s'il voulait le rééditer, compte tenu de l'accueil qu'il avait reçu, il m'a dit oui, et ça devrait pas tarder. Voilà, pas tout de suite, il y a d'autres choses qui vont sortir avant, mais ça va être réédité. D'accord, voilà. Donc c'est ton premier livre. C'est mon premier livre. Pour l'instant, on peut, ou il y a une façon de se le procurer, ou on peut pas? On peut se le procurer sur Internet d'occasion. D'accord. Il paraît que la cote de Marion Sigaud montant, il est de plus en plus cher, c'est ce qu'on m'a dit. Donc voilà, si on patiente un petit peu, on pourra l'acheter à Contre-Culture. D'accord. Voilà, c'est sûr, il va ressortir, hein. Ça c'est sûr. Je sais simplement pas quand, parce qu'il y a d'autres choses à publier avant de ce que je produis en ce moment. Voilà, ça c'est Le Petit Coco. C'est le premier, c'est celui qui a vraiment déterminé les autres. Et alors à l'origine, ce que je voulais dire, c'est que j'avais écrit ce bouquin, il fait combien? Il fait 300, toc, non, même pas. Non, il fait 220 pages. À l'origine, il en faisait 600. Après, il est descendu à 500. Après, il est descendu à 450. Quand il est arrivé à 350, Sylvie Messinger m'a dit, il y a 2 bouquins là-dedans. Alors, vous allez me virer tout ce qui touche à l'expérience du kibbutz. Et ça a donné la suite. Voilà. Donc, la suite n'est pas parue chez Sylvie Messinger parce qu'elle a cessé son activité. Voilà. Ça, c'est le premier. Ce que j'ai retiré de ce qui est devenu Le Petit Coco pour raconter mon expérience en Israël, c'est devenu ça. Les 2 cœurs du monde, du kibbutz à l'intifada. Bon, ça c'est Flammarion qui a voulu le publier, encore grâce à Jeanne Charpentier, qui téléphone un jour à une dame qui est morte maintenant, je peux donner son nom, Françoise Verny. Jeanne Charpentier, qui connaissait toute l'édition parisienne, passe un coup de fil à Françoise Verny en disant « J'ai un truc pour toi ». Voilà. Alors elle lui dit « Envoie ». Elle pose, il y avait un gros manuscrit, elle l'a posé sur son bureau, puis elle l'a oublié pendant 3 mois, 4 mois. Puis un matin, à 8h du matin, elle m'appelle, elle me dit « Est-ce que vous pouvez passer, signer un contrat ?» Elle l'avait lu dans la nuit, elle le voulait tout de suite. Comme quoi. Et alors là, je peux pas dire que là, j'ai été traité comme j'ai été traité par la presse. Là, ça a été pire. C'est-à-dire que j'ai été publié chez Flammarion, pareil, sur un vent d'enthousiasme extraordinaire. J'ai été la 8e merveille du monde. C'était le best-seller de la rentrée. Et au moment de la sortie, je devais passer sur la 5. J'étais prévue pour le journal de midi de la 5. Je me prépare à y aller. Un coup de fil arrive. L'ancienne 5 ? L'ancienne 5, voilà. La première chaîne, c'était la 5, ça s'appelait.
Donc j'étais prévue et je reçois un coup de fil, la 5 annule. Ah oui, c'est très bien, la 5 et tout le monde a annulé. Tout le monde a annulé. Les pressions étaient tombées. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de sortir un bouquin comme ça. Alors, j'ai eu mon éditrice, j'ai eu Françoise Verny au téléphone, qui me dit j'ai reçu des coups de fil, je vous ai tout à fait défendu, on me dit que voilà, en pleine guerre du Golfe, on peut pas sortir un truc comme ça. Alors c'est pas un truc sur la guerre du Golfe, c'est un truc sur les kibboutz là. Donc la guerre du Golfe n'a rien à voir, mais j'ai compris que les pressions commençaient à tomber, il fallait pas dire du mal d'Israël. Et Françoise Verny s'est défendue en disant, mais enfin elle dit pas de mal d'Israël, lisez bien le truc. Donc comme je ne dis pas de mal d'Israël, je vous raconte simplement ce que j'ai vu avec tout l'amour du monde, et y compris avec la colère, mais la colère c'est pas la haine, et la haine vraiment il y en a pas une once là-dedans. Moi j'ai compris que du moment qu'elle était obligée de se justifier de ça, c'est que ça parlait d'autre chose, la pression. La pression c'est ne laissez pas quelqu'un dire la vérité concernant Israël et les Palestiniens. Voilà, c'est tout. Donc le deuxième, ça a été pire que le premier, c'est-à-dire qu'il était également en vitrine, il a été retiré de vitrine et il a été pilonné jusqu'au dernier. Pilonné, j'ai été viré des catalogues de chez Flammarion. C'est-à-dire, je suis même plus au catalogue comme ayant écrit, j'ai été rayé. Et là, ça a été fou. Mais le temps qu'il réagisse et qu'il me fasse rayer des auteurs de la maison, il y en a quand même pas mal de gens qui l'ont lu. Et j'ai commencé à faire des tournées de conférences. Et là, j'ai été invité en Suisse, j'ai été invité absolument partout en France. Est-ce que j'ai été invité en Belgique à ce moment-là? Non. J'ai pas été invité en Belgique tout de suite, c'est venu après la Belgique. J'ai vu qu'à Nazareth et à Jérusalem, ils l'avaient acheté. Hein. Quand je suis allée à Jérusalem, j'ai dit, vous êtes Marius Hugo, c'est vous qui avez écrit blablabla. J'ai dit, ouais, c'est moi. Donc il y a quand même eu des gens qui ont eu le temps de le lire avant qu'on le pilonne, avant qu'on le détruise. Et là, j'ai senti que j'avais une espèce de monstre contre moi, quoi. Une espèce de lobby. Puis je voyais bien que c'est... Alors moi, s'il y a une chose que je peux pas dire, c'est que c'est les Juifs qui m'ont fait chier, parce que les Juifs, j'en avais tellement avec moi pour écrire ça. J'avais tellement d'amis Juifs qui étaient enthousiastes que j'ai pu lire ça. Que moi, j'ai bien fait la différence entre un lobby qui défend une politique et puis une population. Moi, faut pas me la jouer. Hein. J'ai très très bien compris. Et voilà, tous les amis israéliens que j'avais, ou simplement juifs français, qui ont adoré le bouquin, me disaient, mais non, ça va marcher, tu vas voir. Et puis en fait, non, j'ai compris après comment fonctionnait le lobby et comment il était hors de question de laisser la parole à des gens comme moi. Donc, premier bouquin, ostracisation totale au niveau des médias. Et le deuxième, c'est pire, parce que celui-là, au moins, on ne l'a pas fait pilonner, tandis que celui-là, il a été pilonné jusqu'au dernier. C'était qu'un seul livre que tu as épuré. Voilà, j'en ai fait deux. Tu l'as scindé en deux, et en fait, la deuxième partie que tu as voulu publier en deuxième, voilà. Est-ce que c'est celle qui politiquement dérange le plus? Bien sûr, absolument. Mais là, déjà, dans Le Petit Coco, je raconte un peu mon expérience sur Israël, c'est-à-dire que en lisant Le Petit Coco, qui ne parle que de mon expérience personnelle et qui ne parle que de mes rapports avec les miens, avec ma famille, on comprend quand même que je comprends quelque chose au sujet, quoi. Et que si on me tend le micro, j'aurais des choses à dire. Et en premier, t'introduis le deuxième. Voilà, absolument. Mais là, c'est vraiment un livre politique. Alors, à ce moment-là, j'ai marché chez les trotskistes, et il y a un jour un petit camarade trotskiste qui me dit, c'est quand même dommage que t'aies pas fait un film politique. C'est une conception de la politique que je comprends pas. Je veux dire, je raconte ma vie au milieu d'un conflit qui intéresse absolument la planète entière. Ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est absolument essentiel. Je donne des clés pour comprendre, mais c'est pas assez politique. Alors, je lui ai répondu, si j'ai bien compris, pour toi, politique, c'est chiant, c'est ça? Il a fait la gueule, il est parti. Mais c'est vrai que j'ai compris à ce moment-là que les trotskistes chez qui j'étais, j'étais chez les lambertistes, il était hors de question, eux également, qu'ils fassent la promotion de ça. Jamais. Ils ont fait la moitié d'un demi-article. Ils l'ont même pas mis, ils avaient une librairie dans le local, ils l'ont mis sur une pile, puis après ils m'ont viré. Je veux dire, j'ai absolument pas été soutenu, absolument pas. Je comprenais pas, j'ai compris depuis. C'est que le genre de témoignage que j'apporte sur des sujets comme ça, c'est une vision nouvelle, c'est une vision de l'intérieur, c'est au niveau de la vie quotidienne, c'est tout le respect que j'ai pour les gens, c'est une femme du peuple qui raconte la vie du peuple, quoi. C'est vraiment... Les gens font ce qu'ils veulent avec les informations que tu leur donnes, et ça ne plaît pas à la politique qui voudrait orienter le programme. Exactement. Pourquoi ne dites-vous pas plutôt comme ci et comme ça? Et bien moi je dis que c'est les choses telles que je les ai vues. Et vraiment, je raconte là-dedans tout cet éblouissement que j'ai éprouvé. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, pour raconter mon expérience en Israël. Et notamment l'émerveillement, l'éblouissement que j'ai vécu
à rencontrer les gens du kibbutz. Enfin, c'était vraiment une société, c'était le socialisme. Moi, j'étais socialiste à l'époque, j'étais quelqu'un de gauche. Bon, j'ai fait du chemin depuis, mais ça sera l'objet certainement d'un autre, d'un autre entretien. Mais moi, à cette époque-là, l'idéal, il était socialiste. Et quand je suis arrivé au kibbutz, j'ai vu le drapeau rouge sur le château d'eau. Le 1er mai, on travaillait pas, on allait manifester. Bon, voilà, moi, j'étais entre gens de mon environnement habituel. Je passais du monde du travail français au monde du travail israélien, croyais-je. Puis après, il y a eu la prise de conscience, hein, c'est ça grandir, c'est voir l'autre face de la pièce, et puis écouter les gens, et aller à la recherche des informations qu'on vous cache. Puis moi, j'ai un petit peu ça comme manie, moi, on me dit quelque chose, j'ai dit oui, très 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 bien, et le contraire, ça dit quoi? Donc voilà, c'est comme ça qu'on se renseigne, qu'on avance et qu'on grandit. Donc ça n'a pas plu. Et quand je dis du kibbutz à l'intifada, tout est enfin, en l'occurrence à l'époque c'était le sous-titre, c'était pas le titre. Mais ça dit bien que j'étais passé de l'enthousiasme pour le kibbutz au soutien de l'intifada. On ne pouvait pas avoir de l'enthousiasme de l'intifada, c'est moins une succession d'horreurs, mais c'est un grand mouvement quand même populaire, l'intifada. L'intifada, ça veut dire soulèvement en arabe. Voilà. Kibbutz, ça veut dire communauté, ça veut dire commune, communauté. Et intifada, ça veut dire soulèvement, de la communauté au soulèvement. Voilà, voilà. Donc là, mes ennuis ont continué, et j'avais pas vu pire. J'ai pas vu le pire encore. Ça, après, ça a été un peu plus atroce. Ce livre, sous cette forme, on ne peut plus l'avoir. Non, c'est fini, c'est fini. On n'aura que des occasions. Alors, je peux le reprocurer d'une autre alors, je vais raconter la suite. Alors, au moment où Françoise Verny m'a mise dehors de chez elle, où elle m'a dit qu'elle ne veut plus jamais me voir, j'avais fait quoi? J'avais écrit un livre qu'elle avait publié avec enthousiasme, et elle voulait plus me voir. Elle m'a dit, de toute façon, il y a un Allemand qui s'est intéressé à votre livre. Donc, ce livre a été traduit en allemand, où il a subi, en Allemagne, le même sort que le premier, accueil enthousiasme, et ensuite relégation au fond du magasin, et ensuite passage au pilon. Mais il y a quand même une version qui dit, non pas les deux cœurs du monde, mais le cœur des deux mondes, une femme entre kibbutz et intifada. Donc, il y a eu une version allemande de ce livre. Et, alors ça, c'était le pilonnage, c'était 91. Et en 2011, 20 ans après, j'ai rencontré Alain Soral. Alors, je ne l'ai pas rencontré par hasard. Moi, j'ai cherché quelqu'un comme lui. Je l'ai trouvé parce que il a l'intelligence de faire savoir Urbi et Orbi ce qu'il pense et ce qu'il veut. Donc, des gens comme moi qui correspondent se disent, tiens, ce gars-là, c'est peut-être quelqu'un comme moi qui cherche. Et effectivement, enfin, je ne dis pas que c'est moi qui cherchais, mais disons des gens de mon profil, tout à fait. Donc j'ai fait le pari et j'étais sûr de mon coup que si je lui présentais ça allait l'intéresser. Ça n'a pas loupé. Donc c'est devenu en 2000, c'est sorti quand? En 2012. C'est ça que je dis, le temps passe tellement. Oh, oui, c'est 2012. 2012 ou 13, voilà. Une nouvelle version avec une nouvelle couverture, une très jolie couverture qui marque le kibbutz et l'intifada. Et là, maintenant, ce livre se vend uniquement par Internet et par l'intermédiaire du site. Et alors, j'ai rencontré Alain Soral en septembre 2011. J'ai commencé à faire des trucs d'histoire, on y viendra, en octobre, novembre, décembre. En janvier, j'ai fait une vidéo. Et ensuite, dans la foulée, j'ai fait une vidéo sur du kibbutz à l'intifada. Bon, ça doit être 2012 que c'est sorti. Voilà, c'est ça. Et ça se vend uniquement sur Internet, mais ça se vend. Voilà. Donc je suis sorti au nom de l'ornière. Il est évident que si je faisais un passage télévision, j'en vendrais 10 fois, 100 fois plus. Moi, voilà, les médias veulent pas de moi. Donc maintenant, moi qui ne veux plus des médias. La suite a été, alors encore plus terrible, c'est que j'ai rencontré, alors c'était en 93, non, c'était pas pendant la sortie du kibbutz à l'intifada, mais ça, j'ai mis beaucoup de temps à faire le travail. J'ai rencontré des juifs russes. Voilà, j'ai été alerté de ce que c'était que la grande migration des juifs de Russie vers Israël. J'ai été alerté que c'était une catastrophe pour les juifs d'origine séfarade en Israël. Je suis allé les voir. Ensuite, j'ai rencontré des Russes. Ensuite, j'ai rencontré toute la destinée terrible de ces gens-là. Et là, nos destinées se sont catapultées entre 5-6 familles et moi. Et j'ai voulu de nouveau écrire un livre. Alors là, ça a été absolument affreux. Parce que j'ai écrit ce livre après avoir donné, mais vraiment, j'ai sué sang et eau. Enfin, sang, faut pas exagérer, mais vraiment,
J'en ai bavé pour aider ces gens, pour leur permettre de trouver une solution à leurs problèmes. C'est-à-dire des gens qui avaient fait des mariages mixtes, des juifs qui avaient eu l'outrecuidance d'épouser des non-juives, c'est-à-dire des juifs qui avaient fait des enfants qui n'étaient pas juifs, ils n'avaient aucune chance en Israël. Et ils étaient vraiment dans une situation de détresse telle que je n'y retrouvais la paix qu'après les avoir aidés à sortir de leur situation. Après, j'ai écrit un livre. J'ai trouvé un éditeur, alors là je ne donnerai pas des noms parce que l'éditeur existe encore, qui m'a dit mais c'est très très bon. De toute façon tous mes livres on a toujours dit que c'était très bon, ça commence toujours comme ça, c'est excellent, je veux ça. Donc là je lui dis je vous préviens, le sujet n'est pas facile, j'ai peur de personne, dit-il. Pac, les pressions sont tombées. Au moment où le livre, c'est pas qu'il devait sortir, c'est qu'il était annoncé, il était à la fabrication, les pressions sont tombées. Le livre a été sorti de la fabrication, détruit. L'éditeur m'a dit qu'il voulait bien republier ce livre à la condition que je le refasse en donnant toutes mes références, comme c'était un reportage que j'avais fait moi-même. Je n'avais pas d'autres références à donner que celles que j'avais. Non seulement ça, mais en plus de ça, en admettant que j'ai pu lui donner les références qu'il voulait, il n'y en aurait jamais assez, j'avais plus confiance. Il m'avait dit, je veux ce livre, j'ai tout à fait confiance en vous, ce que vous faites est magnifique, je me suis renseigné, vous êtes encore en deçà de la réalité, il faut dénoncer ces choses-là. Et il me dit après, je veux plus de références et je veux des preuves, je dis non, je ne le crois plus. En plus, il voulait quoi? Le nom et l'adresse de mes protégés aussi, tant qu'on y était. Moi, je les avais sous ma coupe, il n'était pas question que je trahisse, bien évidemment. Donc, je me suis retrouvé au milieu du gué avec un bouquin qui ne sortait pas. Alors j'ai dit, je vais chercher à le publier ailleurs. Il me dit, oui, mais vous avez signé un contrat chez nous, donc si vous voulez qu'on vous libère, il faut nous rendre la valoir qu'on vous a donnée. C'est pas con, hein, parce qu'ils m'ont pas écrit qu'ils refusaient de sortir le livre. Ils avaient X temps pour le sortir, et c'était à moi de me plier à ce qu'ils voulaient. En fait, j'étais pieds et poings liés, je pouvais pas publier mon livre chez eux, et je pouvais pas récupérer mes droits. Il fallait que je leur rende l'argent qu'ils m'avaient donné, ils m'avaient donné 30 000 francs, je me souviens. Il fallait que je leur rende, mais moi je dis, mais cher monsieur, j'ai vécu avec elle, mais c'est pas mon problème. Ah non, ça c'est sûr que c'était pas son problème. Son problème, je sais pas trop ce que c'était, mais c'était pas le fait qu'il m'avait engagé dans un truc où avec bêtise et c'est de la bêtise de dire chez moi j'ai peur de rien. On dit pas des choses comme ça, on se renseigne d'abord. Et voilà, il m'avait mis dans une situation intenable, puis c'est ça lâcheté. Hein. Il avait qu'à leur dire, allez vous faire voir. S'il y a quelque chose dans le bouquin qui ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à l'attaquer en justice. C'était inattaquable, évidemment, comme tout ce que j'ai fait. Jusqu'à présent, j'ai toujours fait des trucs inattaquables. Si j'avais fait des trucs qu'on pouvait attaquer, on m'aurait attaqué. À partir du moment où on m'a censuré et sorti complètement du milieu de l'édition et de la presse, c'est bien parce que j'étais inattaquable. Sinon, il y avait qu'à m'attaquer, c'était très simple. Donc je me suis retrouvé au milieu du guet avec un bouquin dont je ne pouvais pas récupérer les droits, qui m'avait fait, j'avais travaillé 3 ans dessus quand même. Alors, j'étais vraiment désespéré. J'ai fini par trouver un autre éditeur, l'Harmattan, qui m'a fait regarder ça. Regardez ça. Il m'a fait une couverture rose bonbon. Alors, il s'est arrangé avec l'ancien éditeur pour récupérer. Enfin bon, l'autre était content de se débarrasser de moi. Et il m'a publié ça. Non mais attendez, rose bonbon pour une histoire tragique. Mais j'étais humiliée quand j'ai vu ça. Et ils m'ont publié ça en envoyant en service de presse un exemplaire à toutes les organisations sionistes de France et de Navarre. Tout. Quand je suis allé les voir en disant je voudrais quelques exemplaires en service de presse pour envoyer à un tel et un tel, ils m'ont dit on n'en a plus. Et quand je leur ai demandé la liste des gens à qui ils l'avaient envoyé à toutes les organisations sionistes. Ils savaient tous ce que j'avais mis là-dedans. J'imagine bien que parmi ceux-ci, il y avait les mêmes qui m'avaient empêché de sortir chez le précédent éditeur. Donc j'ai eu 0 recension dans la presse. 0. J'ai reçu des menaces de mort, j'ai reçu des intimidations, j'ai fait quand même quelques conférences, on m'a fait une alerte à la bombe, enfin j'ai eu la totale, et j'ai dit, je les emmerde. Je continue. Et Alain Soral, l'année suivante du précédent, c'est-à-dire 20 ans après, l'a republié. Alors j'ai un petit mot à dire aux gens qui n'ont pas voulu que je raconte comment une non-juive donne 3 ans de sa vie pour sauver des juifs. Vous avez perdu. Vous avez perdu. Parce que 20 ans plus tard, le bouquin circule. Voilà. Et alors j'ai pas fait d'argent dessus, mais moi, mon propos, c'était pas de gagner des sous. C'était de dire la vérité, et elle circule là. Voilà.
grâce à Alain Soral pour la deuxième fois. Alors il paraît qu'il y a un Lyon républicaine, alias la Yen républicaine, qui a sorti il y a un mois un article en disant l'historienne Marion Sigaud écrit dans un site d'extrême droite. Alors je vous apprends, chers internautes, que extrême droite aujourd'hui, ça veut dire qui aide les auteurs censurés à atteindre leurs lecteurs. Voilà, c'est la nouvelle acception du terme. Il paraît qu'on dit aussi nazi, national-socialiste, je ne sais pas, des choses comme ça qui font que le sens des mots a été totalement retourné, inversion accusatoire, voilà. Moi, je crois plutôt que ce sont des fachos qui m'ont empêché de m'exprimer et que c'est un grand démocrate qui m'a passé la parole, à savoir Alain Soral, mais il y a des gens qui disent le contraire, donc je leur laisse la responsabilité de leurs accusations, voilà. Ceci, petit mot en passage pour la Yen républicaine, l'a bien nommée. Alors, à cette époque-là, alors c'était 94-95, hein, j'ai rencontré par l'intermédiaire d'amis palestiniens, parce que je continuais d'aller entre Israël et Palestine, moi j'ai arrêté d'y aller bon, je dirai après, mais je veux dire à cette époque-là, je continuais de faire des allers-retours et de continuer de faire des reportages. Donc j'ai rencontré le Comité catholique contre la faim et pour le développement par l'intermédiaire d'amis palestiniens qui m'ont dit « Tu connais pas le CCFD ?» Alors c'est marrant parce qu'eux c'était des musulmans. Moi j'étais d'origine catho, mais j'avais complètement renié tout ça, et c'est eux qui me disent « Il faut aller voir le CCFD, ils sont vachement sympas. » Donc le CCFD, qui est une ONG catholique qui fait du développement, voulait faire avec l'éditeur, les éditions de l'Atelier, il voulait faire une série de livres sur les actions de développement qui soutiennent dans le monde. Et il disait, voilà, nos donateurs donnent des sous pour aider tel ou tel projet. Quelqu'un qui nous ferait un petit bouquin sympa pour raconter à quoi est utilisé l'argent, on pourrait ouvrir une collection. Donc c'est moi qui ai ouvert la collection, voilà. Premier de la collection, les acteurs du développement. Et alors ce qu'il disait, voilà, c'était sympa. L'argument des acteurs du développement, c'était aux quatre coins de la planète, du nord au sud, d'est en ouest, des hommes, des femmes s'associent pour inventer au jour le jour une terre habitable pour chacun et pour tous. Des journalistes racontent leur histoire, leurs expériences, leurs espoirs. Voilà. Donc c'est moi qui ai ouvert la collection avec Libre Femmes de Palestine. Alors j'ai fait une conférence avec Farida Belgoul, où j'ai raconté peut-on être libre et musulmane. C'est là que j'ai vraiment donné cette expérience de femmes libres, c'est-à-dire décidant de leur destinée, sans être obligées de mettre des strings, de se faire des brushings, de jouer à la pute et autres ignominies que le pseudo-féminisme nous essaye de nous faire passer en Occident. Voilà. Donc ces libres femmes de Palestine qui sont à la fois des femmes voilées ou non, musulmanes ou chrétiennes, mais qui prennent vraiment leur destinée en main et qui vont au bout d'elles-mêmes avec un courage absolument exemplaire, un courage, une joie de vivre, un bonheur absolument exemplaire. C'est une très très grande expérience dans ma vie d'avoir rencontré ces femmes palestiniennes, vraiment que je salue, qui sont des filles formidables, vraiment des filles formidables. Donc ça s'est vendu par le réseau CCFD. J'ai fait, je sais pas, plein de conférences, j'ai dû en faire 200 à peu près. À travers là. Moi, je me faisais payer. Alors, je me suis jamais fait payer pour faire des conférences. J'ai dû être payé 2 fois parce que 2 fois, j'ai été reçu par une institution et j'ai estimé qu'une institution avait qu'à mettre la main à la poche. Mais là où j'ai été reçu dans des paroisses, je me suis jamais fait payer autre chose que le remboursement de mes frais. Voilà, la voiture pour aller jusqu'à la gare et le train aller-retour. Voilà, pile poil. Et j'ai fait comme ça, je sais pas, à peu près 200, je pense, 200 conférences, et ça s'est passé très très bien, très très bien. J'ai vraiment le sentiment d'avoir fait connaître à la fois Israël, parce qu'il y avait également des choses à faire savoir sur Israël, les gens avaient des tas d'idées tout à fait fausses sur la réalité israélienne, et également sur les territoires palestiniens. Et à la suite de ça, j'ai écrit Mansour Kardosh, Injuste à Nazareth. Alors Mansour, c'est qui ? C'est un monsieur que j'ai rencontré du temps que j'étais là-bas, et un chrétien de Nazareth, qui est, on peut dire, un des tout premiers résistants palestiniens. Tout premier. C'est-à-dire qu'au moment où la catastrophe est tombée sur les Palestiniens, c'est-à-dire fin des années 40, début des années 50, Mansour Kardosh, qui avait une trentaine d'années à l'époque, était un des tout premiers à organiser la résistance, à en appeler les Nations Unies, à faire savoir ce que c'était que la réalité. Il n'y avait pas de territoire occupé à l'époque. Hein. À l'époque, jusqu'en 1967, la situation des Palestiniens, c'était ceux qui, n'ayant pas en Israël, c'était ceux qui, n'ayant pas été chassés de chez eux, étaient restés sous législation israélienne. Et personne ne sait qu'il est resté des Arabes. On croit qu'ils sont tous partis en 48. Il y en a plusieurs centaines de milliers qui sont restés à ce moment-là, et c'est leur réalité que je raconte. Et Mansour est un de ces... Alors, il était, puisqu'il est décédé maintenant, il est décédé au moment où ce livre-là recevait le prix Palestine.
en 98, et j'ai su par son fils qu'il était sur son lit de mort. Quand on lui a dit, tu sais, le livre que Marion a fait sur toi vient de recevoir le prix Palestine, alors il m'a salué de son lit de mort, il m'a fait savoir que j'avais apporté une lumière à ces derniers instants, et je pense souvent à Mansour, voilà. Qui avait, Mansour m'avait raconté qu'il avait entendu, quand il était au plus fort de son désespoir, une voix arabe qui disait « Yarfa rasak », relève la tête, c'était Nasser. Et je suis tellement émue quand je pense à ça. Pendant la révolution arabe, enfin pendant les grandes manifestations de la place Tahrir, il y a 3 ans, non, 2 ans, 3 ans, je ne me souviens plus déjà. J'étais ici, j'étais chez moi, je regardais tous ces dizaines de milliers d'Égyptiens qui se levaient. Bon, j'ai compris la manipulation, il ne faut pas me la jouer, hein, mais bon, moi j'étais en communion avec une population que je respecte, dont je comprenais la langue, enfin que j'étais très très émue et à regarder ça à la télévision, et j'ai reçu un message internet, c'était le fils de Mansour, qui était aux États-Unis, qui me dit « Marion, écoute ce qu'ils disent. Ils disent « Irfa rasak », relève la tête. C'est-à-dire que des années après, les Égyptiens reprenaient le slogan patriotique, nationaliste arabe, relève la tête. Et son fils m'a dit, c'est à toi que je pense en ce moment, parce que c'est toi qui as rendu hommage à mon père en disant que Mansour avait entendu l'appel de Nasser, relève la tête. Relève la tête. Ce message d'un arabe aux arabes. Et voilà, bon, alors Mansour, c'est un des nombreux arabes qui m'ont fait aimer cette grande culture, cette grande nation, ce grand peuple. Enfin, c'est la première grande découverte de ma vie a été le monde juif, et la deuxième, ça a été le monde arabe, excusez du peu. Et j'ai pas à renier ce cheminement qui m'a enrichi. Voilà. Donc ce livre, il a fait comme les autres, il est tourné dans le réseau, et puis rien de plus. Alors, j'ai quand même demandé au CCFD, à ce moment-là, si je pouvais leur demander l'adresse, les coordonnées de tous les gens qui m'avaient reçu pour faire des conférences gratuites, je rappelle, pour Libre Femmes de Palestine. J'aurais juste demandé la liste. Et ils m'ont dit non! Ils ont refusé. J'ai dit, mais enfin, je ne comprends pas, il n'y a rien à comprendre. Si, il m'a dit, ça ne nous rapportera rien. Alors j'ai dit, rapporter, c'est quoi rapporter? J'ai dit, attendez, c'est un partenaire, Mansour Kardosh était un partenaire, qui venait de mourir, était un partenaire du CCFD, vous m'avez aidé à écrire le livre, et ça ne vous rapportera rien de le vendre? J'ai dit, c'est quoi rapporter pour vous? J'ai compris que les pressions étaient arrivées. Alors je sais qui, mais je ne donnerai pas les noms. Mansour a été traduit en arabe. Regardez, c'est lui. Alors ça veut dire Marion Sigaud, Mansour Kardosh, injuste à Nazareth. Voilà. Alors c'est l'association. Mansour était responsable d'une... Alors ça c'est sorti en 98. Et le prix Palestine, je l'ai eu en 98 aussi. Voilà. Donc, Mansour était l'animateur d'une association de défense des droits des Arabes. Alors, il m'a dit, moi, je voudrais défendre les droits des Arabes. Il me dit, il paraît qu'il faut appeler ça les droits de l'homme. On m'a dit qu'il fallait appeler ça. Alors, je veux bien appeler ça l'association arabe des droits de l'homme ou arabe des droits de l'homme arabe, ça passerait moins bien. Donc, il a fait la concession pour pouvoir avoir le soutien des grosses ONG américaines qui soutenaient, et qui l'ont soutenu pas en mots seulement. Je veux dire, je sais qu'il y a des grosses associations juives américaines qui ont aidé l'association de Mansour de façon tout à fait concrète et sur des projets concrets qui ont été victorieux. Je voudrais raconter notamment une histoire, je crois que je la raconte dans du Kibbutz à l'Intifada et je la raconte de nouveau dans ce livre. Les autorités israéliennes avaient décidé de faire interdire, non seulement légalement, mais également par la saisie de tous les biens des animateurs d'associations dont on soupçonnerait qu'elles recevaient de l'argent terroriste. C'est-à-dire, c'était à discrétion. Et la loi était passée en première lecture. C'était une loi scélérate, c'était épouvantable. Si cette loi passait, plus aucun arabe ne pouvait ouvrir un jardin d'enfants, ouvrir une bibliothèque ou faire un club de foot. Le premier flic qui passait disant « Je soupçonne que ce club de foot a reçu de l'argent terroriste », ça veut dire ce qu'on veut, on pouvait non seulement fermer l'association, mais saisir les biens propres de l'animateur. C'était la panique. Mansour a lancé une grande campagne. Il a reçu le soutien de nombreuses ONG, y compris des ONG juives américaines. Je ne connais pas leurs détails, mais c'est lui qui me l'a dit. Et la bataille était victorieuse, le projet de loi a été retiré. Voilà. Donc quand je dis que c'est une véritable collaboration qui se faisait entre les uns et les autres, je l'ai vérifié. Voilà, Mansour était déjà vieux quand je l'ai connu.
Il est mort donc en 98, au moment où je recevais le prix Palestine. Le prix Palestine, et je crois que j'ai reçu, et je crois le seul prix littéraire pour lequel il n'y a pas eu une seule recension dans la presse. Mais rien. Rien. C'est-à-dire qu'il y a eu une dépêche AFP qui a signalé que j'allais recevoir le prix, et quand je l'ai reçu, il y a eu rien. 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 C'est la saison des prix, donc tous les journalistes vont interviewer partout les écrivains ou les journalistes qui ont reçu un prix. Tous! Sauf moi. Rien, rien, rien. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée recevoir mon prix. Je me suis imprégnée de toute la reconnaissance et de tous les compliments qu'on m'a fait et de toutes les larmes, enfin je veux dire les moments d'émotion, c'était une émotion très très forte. Et puis je me suis dit, et ça va s'arrêter là. Et ça s'est arrêté là. Personne n'en a parlé. Personne. Voilà. Ensuite, j'ai fait, toujours pour le CCFD, la Terre promise aux Sud-Africains. Alors là, pourquoi? Moi, j'y connais rien en Afrique du Sud. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont envoyé là-bas? Parce qu'ils aiment bien ma plume. Il paraît que j'écris bien. Enfin, eux aussi, ils le disent. Voilà. Alors, je suis allée à la rencontre du peuple sud-africain pour aller regarder comment fonctionnait une association d'aide aux oubliés de l'abolition de l'apartheid. Ça n'a l'air de rien, mais il y a des gens pour qui l'abolition de l'apartheid n'a économiquement rien changé. Bon, ceux pour qui ça a changé quelque chose, ça a été une grande arnaque, mais en tout cas, ils l'ont pas vu tout de suite. Et je suis arrivée pour aller à la rencontre des appelés Surplus People Project, c'est-à-dire le projet pour les oubliés. Pour les Surplus People, c'est les gens en trop, pour les oubliés du système. Et j'ai rencontré des gens fabuleux en Afrique du Sud, mais fabuleux, fabuleux. Oh là là, ce que j'ai aimé ce pays, ce que j'ai aimé ces gens. Alors, je les ai pas vus longtemps, je les ai vus 15 jours, mais c'était intense, intense, intense. Là, vraiment, je me suis retrouvée vraiment en territoire ami. Et il y a eu une recension de ce livre dans une revue africaine qui m'a esquinté en disant les problèmes existentiels de Marion Sigaud. Alors, c'est une bonne femme, j'ai retenu le nom mais je ne donne pas le nom, je ne dirai pas non plus le nom de la revue, qui a dit que Marion Sigaud avait écrit une ligne sur l'ANC, le tout souligné en italique, etc., avec un point d'exclamation. Mais si Marion Sigaud a écrit une ligne sur l'ANC, c'est que Marion Sigaud parle d'autre chose que de l'ANC. Et j'aurais pu aussi bien ne pas parler de l'ANC du tout, puisque ça n'était pas mon sujet. Donc elle m'a esquinté sur le truc qu'elle a, et j'ai compris après qui c'était, qui y avait derrière. Donc ce livre-là n'a pas non plus fonctionné. Voilà. Bon, comme c'est pas le sujet que je connais le mieux, c'est pas le livre dont je fais véritablement la promo. Pour moi, c'était une expérience formidable. J'ai eu pour Nelson Mandela, dont j'ai compris quels avaient été tous les trucs qui l'avaient retenu d'en faire plus. Hein. Moi, je suis pas née de la dernière pluie, je suis capable de comprendre. Puis quand on est passé chez les trotskistes, en général, on a une grille de lecture assez acérée sur les choses de la politique. Trotskistes, l'important c'est d'en sortir, mais d'y être passé, c'est pas complètement inutile. Et donc, avec toutes les corrections qu'on peut faire sur les concessions qu'a dû faire le personnage, je suis revenue avec une grande admiration pour Nelson Mandela. Ne serait-ce que pour l'amour que les gens lui vouent. C'est absolument insensé, quoi. C'est insensé. Il y avait une unanimité de la part de tous ces petits gens. Et moi, je parle des petits gens, hein, je parle pas des proutes et des gens de pouvoir que j'ai pas rencontrés et que je cherche pas à connaître. Mais vraiment, tous les gens du peuple que j'ai rencontrés, quand ils parlaient de Nelson Mandela, Madiba, c'était notre père, c'était notre frère, c'était notre ami, c'était vraiment, j'ai écrasé ma larme quand il est mort. Alors je veux bien entendre toutes les critiques, il n'y a pas de souci, mais respect à ce grand monsieur et à ce grand peuple, à ce grand peuple. Bon, pourquoi est-ce que la situation de l'Afrique du Sud est là maintenant? C'est parce qu'on a essayé de leur faire croire qu'ils pouvaient avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire la libération avec la paix, sans l'expropriation de tout ce qui avait été piqué avant. Bon, faut pas rêver, hein. C'est-à-dire, le truc a consisté à dire, on se ruera pas les uns sur les autres, on assure la paix sociale, les blancs ne se rueront pas sur les autres, mais les blancs rendront pas ce qu'ils ont pris. C'est pas la peine de faire une expropriation après une autre expropriation. Donc statu quo. Bon, statu quo. Comment voulez-vous, un pays se développe à partir du moment où vous avez une oligarchie anglo-américaine qui a pris le sol, le sous-sol, l'énergie, le ciel, la terre, l'enfer et le reste. Bon. Je me doutais bien que la violence allait reprendre et ça n'a pas loupé, mais ça n'est certainement pas le fait de tous ces magnifiques Sud-Africains de base que j'ai rencontrés, vraiment, qui m'ont ému. J'ai rencontré, d'ailleurs, j'ai fait une expérience aussi assez inattendue. J'étais dans le nord de l'Afrique du Sud,
dans un trou perdu qui s'appelait Springbok, quand je suis tombée sur des gens sont venus me chercher en me disant Marion, on a besoin de toi. Alors, moi, voilà, on avait besoin de moi dans un village, dans une petite ville perdue au fin fond de l'Afrique du Sud. Il m'a dit, il y a là des gens qui ne parlent que français, ils ne parlent pas l'anglais. Je m'approche et je tombe sur des Rwandais. Des Rwandais qui étaient venus à pied du Rwanda. Une femme avec un bébé au sein, son petit frère, un autre frère d'une douzaine d'années et son grand frère. Toute la famille massacrée qui traçait vers la terre de liberté, l'Afrique du Sud. À pied ou en camion, à pied depuis les massacres du Rwanda. Et ils ne parlaient pas l'anglais. Je me suis dit, c'est ce que je fasse. Je suis reparti pour un tour. Je les ai pris sous mon aile. Et je me suis occupé d'eux pendant 2-3 jours. Et je leur ai trouvé un lieu, enfin dans cette jeune femme avec son bébé au sein, on a passé avec un Sud-Africain, mais quelle histoire. Il s'appelait Abdous, ce grand gaillard, un type adorable. Il était moitié noir, moitié indien, musulman, une espèce de géant absolument adorable. Il m'a dit, tu nous emmerdes. Et puis j'ai dit, oui, je vous emmerde avec ça, mais je dis, maintenant que je les ai sous mon aile, je vais pas les planter là. Tu vas m'aider à les amener au Cap. On a fait 600 km avec la famille à l'arrière, et on est arrivé au Cap au milieu de la nuit. Il fallait trouver un endroit pour les placer. Alors on a fait un lieu d'accueil, un deuxième lieu d'accueil, un troisième lieu d'accueil. Personne n'en voulait. On s'est retrouvés comme Saint-Joseph avec la chassé du. Je veux dire, un bébé au sein, on laisse pas une femme avec un bébé au sein dormir dehors, quoi. Surtout que l'Afrique du Sud, quand on est au bord de la mer, en face c'est le pôle sud. Hein. Alors il fait peut-être chaud en été, mais quand il y a des vents froids, ça caille. Donc on a fini par trouver, on les a placés. On s'est embrassés. Et puis le surlendemain, je dis à Abdou, allez viens, emmène-moi là-bas, on veut voir ce qu'ils deviennent. Alors on est retourné et là on tombe sur cette jeune femme qui m'a dit, j'ai retrouvé mon mari. Je dis quoi? Il me dit oui, on était partis de là-bas, il était parti avant nous. On a tracé pour le retrouver parce que il était parti en éclaireur, on n'avait plus de nouvelles, comme c'était les massacres par derrière et tout. Donc, elle m'a dit, j'ai retrouvé mon mari. Et absolument radieux. Puis voilà, je les ai jamais revus. Si, j'ai entendu parler d'eux. Il y a le petit jeune homme qui avait 12-13 ans, qui m'a écrit, qui m'appelait Maman Marion. Merci Maman Marion, nous vous embrassons. Et voilà. Et après, j'espère qu'ils vont bien. Encore un petit coin de mon cœur qui a fondu en Afrique du Sud. C'est intéressant comme parcours parce que l'apartheid, quelque part, est un des multiples projets qui s'envisagent pour le conflit Israël-Palestine. En fait, quelque part, ce déplacement géographique, c'est comme si tu allais voir un petit peu un futur potentiel. Absolument. Moi, ce que j'ai entendu de l'apartheid, puisque j'ai vraiment discuté avec des gens qui l'ont vécu, c'est une folie. Mais c'est une folie au sens de faut être cinglé, quoi. Faut être cinglé pour inventer des trucs comme ça, Alors, la mise en pratique, c'est pire que tout. Et d'imaginer qu'on puisse présenter ça comme une solution, faut vraiment pas avoir mis les pieds dedans, quoi. C'est ahurissant de bêtises. Et de violence. Je veux dire, un mari pouvait être séparé de sa femme parce que on avait des droits en fonction d'une catégorie de couleur. Donc, comme à partir du moment où il y avait des métis, métis, ça veut dire plus ou moins, hein. Noir, c'est noir, blanc, c'est blanc, admettons. Bon. Puis à partir du moment où il y a eu un mélange, parce qu'il y a eu des mélanges, et puis un Indien, on met où? Il est noir ou il est blanc? Il est ni noir ni blanc, il est colored, comme on dit, coloré. Bon. Et alors des gens qui sont issus du métissage, parce qu'il y en a forcément, on les met où? Alors, il y avait un critère, une femme ou un homme, si on mettait un crayon dans les cheveux, que le crayon restait, c'était noir. Et si le crayon tombait, c'était blanc. Et on ne pouvait pas mélanger. Non, c'est ahurissant. On pouvait séparer des enfants et des parents. Non, mais c'est un régime d'une violence et d'une bêtise où j'ai bien senti, enfin, je veux dire, je suis allé dans des sites miniers et tout, c'est la grosse galette qui me faisait derrière. C'est la grosse galette, c'était vraiment un peuple réduit en esclavage. Je veux dire, l'apartheid, c'est la réduction en esclavage de gens absolument sans droit ni titre. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit, j'ai rencontré des jeunes Sud-Africains qui roucoulaient dans des espèces de petites cahutes de merde, c'était la première fois qu'ils avaient un toit sur la tête, et qui me disaient, avant, un noir ne vivait pas avec sa femme autrement que quelques jours par an. Puisqu'ils ne pouvaient pas vivre, il fallait bien qu'ils aillent chez les blancs pour travailler.
Donc, comme ils ne pouvaient pas vivre avec eux, ils étaient dans ce qu'ils appelaient des hostels, des espèces de foyers, où ils étaient entre célibataires, ils travaillaient là toute l'année, ils avaient quelques jours de congé par an pour aller retrouver leur femme le temps de lui faire un gosse, et dans les quelques jours de congé qu'ils avaient, il fallait qu'ils traversent le pays sans se faire agresser, et le trajet qu'ils faisaient sans moyens pour aller retrouver leur femme, ça faisait partie de leur jour de congé, donc ils voyaient leur femme 3 jours par an. Donc, simplement pour ces Sud-Africains, se retrouver avec une petite maisonnette, même une petite cahute minable, ensemble, oh, le bonheur, l'amour. J'ai vu des Sud-Africains amoureux. Oh, je les ai photographiés, ils étaient trop mignons. Le bonheur. Mais le bonheur conjugal, le bonheur d'être à deux, le bonheur d'avoir des enfants. J'ai vraiment rencontré des gens mais tellement adorables, tellement attendrissants et tellement fiers. Il dit, tu vois, on a obtenu ça sans se tuer les uns les autres. Il me disait, j'ai dit chapeau. Vraiment, parce qu'il y avait... Oh, j'ai visité des coins en Afrique du Sud. J'ai visité un village qui, au début des années 60, c'était un village occupé par... C'était dans le Namaqualand. Enfin, non, pas dans le Namaqualand, entre le Sud et le Nord, quelque part au milieu. J'ai plus la carte en tête. Un village de plusieurs centaines de personnes. Un jour, il y a des gens armés qui sont arrivés. Alors, ils travaillaient sur leur terre. Hein, c'était leur village, avec des maisons, avec des cheminées, avec des... Et les propriétaires des champs à côté, ils sont arrivés avec des chiens, des gens armés, ils ont dit, vous partez. Où ça? Bah, vous partez. Et ils sont partis, ils avaient une demi-heure pour partir. Ils ont tout quitté, ils sont partis le long du chemin, et j'ai refait le chemin avec eux, hein, parce qu'ils sont rentrés chez eux. On les a fait sortir de leur maison, ils ont monté un chemin, et quand ils sont arrivés au bout du chemin, on a tout détruit derrière eux, y compris leurs troupeaux. Et on a brûlé leurs cochons vivants dans leur stade. Et quand ils se sont retrouvés au bout du chemin, il a commencé à pleuvoir, ils n'avaient plus rien. Et il fallait qu'ils s'en débrouillent. On a mis des gens dehors. Et ils m'ont raconté, je les ai suivis, les petits sont devenus grands, enfin des années après, j'ai vraiment visité ce village qui s'appelait Elandskloof. Et ils m'ont montré comment ils ont vécu, ils sont allés dans les bois, ils ont pris des branches, enfin c'est ahurissant. Et l'abolition de l'apartheid a rendu à ces gens leur village. Ils sont rentrés dans leur village. Et c'est là, dans ce village, que j'ai été reçue par un petit couple amoureux, c'est pas possible, tout content. Ils disaient, avant, on n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit à l'amour. Et la liberté, pour nous, ça a été l'amour. C'était renversant. C'est pas eux. J'ai né des photos. Un jour, il faudrait que je te montre des photos de l'Afrique du Sud. Et dans leur maison, dans de petites cahutes, enfin des petites cahutes, des trucs, nous, avec des petites maisons comme ça, on se fait des petites maisons de bord de mer, des trucs comme ça, mais propres, mais nickel, c'est-à-dire la dignité de la pauvreté. Ce que j'ai vu d'ailleurs dans les camps de réfugiés, tous les camps de réfugiés que j'ai visités en Palestine, c'est d'une extraordinaire propreté, c'est-à-dire que la dignité de la pauvreté, c'est de tenir son intérieur propre. Et voilà des gens qui se chauffaient avec des morceaux de braise dans des seaux, de temps en temps fumés et tout, mais c'était propre par terre, c'était propre partout. Et le plaisir de tenir son intérieur et de dire, regarde, ma femme est enceinte, on va bientôt avoir un petit, etc. Et sur leur mur, il y avait un petit cœur enveloppé de petites paillettes et tout, et notre amour et tout, ils étaient contents, ils étaient fiers. J'ai vraiment vu des gens formidables qui m'ont dit, regarde, on a fait ça sans tuer nos ennemis, on a fait ça sans violence. Madiba, Nelson Mandela, grâce à lui, voilà. C'est très très beaux souvenirs que j'ai importés d'Afrique du Sud, où j'ai été traité par la presse, notamment par cette journaliste africaine comme une merde, mais j'ai l'habitude. Puis la roue tourne, voilà. Donc, une fois que j'ai compris que même avec ça, ça ne s'arrangerait pas, enfin, de toute façon, j'avais compris depuis longtemps que j'aurais jamais la presse, mais je pensais au moins que par les réseaux, ça allait pouvoir compenser. Puis ce réseau n'a pas compensé. J'ai repris mes études d'histoire, alors ça, c'est dans des circonstances que j'ai déjà racontées. Et ça, alors pareil, j'ai de nouveau fait un énorme bouquin, je suis tombée sur une éditrice qui s'appelle Madame Jacqueline Chambon, qui m'a dit, Marion, vous n'avez pas un livre, là, vous en avez 2. Alors, vous avez d'abord me sortir cette histoire d'enlèvement d'enfants dans les institutions supposées les secourir, mais c'est sous l'Ancien Régime. Hein. C'est pas la France de 2014, ni la Belgique, c'est la France de Louis XV. Donc j'ai déjà raconté ça, je vais pas revenir dessus. J'ai sorti ce livre en 2008
Et là, j'ai un monsieur qui s'appelle Gérard Collard, qui est libraire, qui un jour est arrivé sur un plateau de télé en disant « Ah, j'ai lu un bouquin formidable !» Et c'est comme ça qu'il s'est vendu. Parce qu'un libraire, ça aurait été un journaliste, il ne l'aurait pas fait. De toute façon, aucun journaliste l'a fait. Il a dit « Ça, c'est un bouquin formidable !» Alors, je lui ai écrit une belle lettre en disant « Monsieur, non seulement, je vous dirai pas que vous êtes le premier, vous êtes le seul, personne n'en a parlé. » Il est retourné sur le plateau en disant « Ah, j'ai reçu une lettre, il paraît. » Et blanc, le bouquin est reparti. Donc, la marche rouge a un petit peu marché. Un petit peu marché. Il y a eu 3 ou 4 rééditions, et puis après ça s'est arrêté. Mais j'ai sorti ce qui avait justifié ma première recherche, c'est-à-dire Mourir à l'ombre des Lumières, l'énigme d'Amiens. Moi je voulais marquer l'énigme d'Amiens, Mourir à l'ombre des Lumières, mais c'est jamais dans ces maisons-là l'auteur qui décide. Donc j'ai fait 1 ou 2 salons du livre où j'expliquais, voilà, c'est pas un livre sur Louis XV, c'est un livre sur Damien, et l'histoire c'est pas Mourir à l'ombre des Lumières, c'est l'énigme d'Amiens. Donc j'expliquais que moi je l'aurais fait à l'inverse. Donc, je peux pas dire que ce bouquin a marché. J'ai pas eu une recension dans la presse. Rien. C'est-à-dire que j'ai eu un passage télé par un libraire, mais il n'y a pas eu un entrefilet dans aucun journal, aucune télé, aucune radio. Voilà. Donc, un libraire que je salue, et qui en a remis une louche. Il a une librairie à Saint-Maur, je crois. Et l'année dernière, je crois, il a fait une espèce de mini-salon dans sa librairie. Plaf, il y a des gens qui m'ont dit « Marion, il y a Gérard Collard, il remet la marche rouge. » Décidément, il a bien aimé ce bouquin. Donc ce livre, j'ai appris hier qu'il n'y en avait plus aucun exemplaire. 0. Mais il a été réédité en poche. Voilà. Et réédité en poche, ça veut dire que là-dessus, je touche plus rien. Alors il paraît qu'il faut que je sois content qu'on va en vendre beaucoup. Je ne sais pas si on va en vendre beaucoup, mais là, je touche rien. Là, je touche pas grand-chose. Mais là, je touche rien. C'est-à-dire que je vais toucher 30 centimes, je crois. Même pas. 22 centimes par livre. C'est bien, hein? Pas bête. C'est pas bête. Voilà. C'est comme ça qu'on traite les auteurs. Donc ça, j'ai tout vendu. Tout. Et celui-là, alors là, j'étais quand même assez contente de moi parce que je me suis dit, là, je résous une énigme historique. J'ai les diplômes pour. Je veux dire, j'ai l'autorité, faut pas exagérer, mais disons, j'ai les diplômes pour, j'ai la crédibilité. Pourquoi j'ai fait un roman avec ça? Parce que mon éditrice m'a demandé de faire un roman. Elle m'a dit, est-ce que vous pourriez me faire un roman? J'ai dit, oui, je saurais faire un roman. Donc j'ai fait un roman, mais à l'origine, tout ça, c'est avec des notes de bas de page, c'est un travail d'écrivain. Donc je fais un roman, parce qu'elle me dit, ça va bien marcher. Donc j'ai dit, j'écris un roman comme on me demande, j'écris bien, on continue de me dire que j'écris bien, je ne suis pas devenu mauvais écrivain depuis. Je suis sur un sujet à la fois intéressant, puisque c'est pareil, c'est l'histoire de meurtre, des trucs de pédophilie, et je résous une ligne historique. Donc là, ça va marcher. Eh ben, j'ai pas eu un entrefilet, pas une ligne, pas une radio, pas une télé, rien. Mais parce que j'ai rencontré un affreux fasciste nazi, machin, national-socialiste et tout, qui s'appelle Alain Soral, ce livre est systématiquement mis sur le site chaque fois qu'on parle de moi, chaque fois que je fais une vidéo, et j'ai appris ce matin qu'il n'y en avait plus un seul exemplaire chez l'éditeur. J'ai tout vendu. Alors maintenant, j'attends que ça reparaisse. J'attends qu'on le relance, ou alors je reprends les droits, je sais pas. Enfin voilà. Voilà mais il y en a encore un. Donc voilà, alors ça c'est sorti en 2010, et ça c'est sorti cette année-là, en 2014, c'est-à-dire la publication en version poche, version Babel. Moi, je suis très contente que la version poche existe et que les gens puissent acheter un livre à petit prix. Mais je ne vois pas pourquoi on va me donner 10% là-dessus et 10% là-dessus. Je veux dire, mon travail, il est fait, quoi. Et réédité, enfin bon, c'est comme ça. Il paraît qu'il n'y a rien à dire. C'est comme ça qu'on traite les auteurs. Comme je suis de Bourgogne, il y a les éditions de Bourgogne, un grand monsieur que je croise régulièrement ici sur les foires, sur les salons et tout. Enfin, un type très sympa, qui s'appelle Bernard Lecomte, qui est notre papologue national. Un monsieur qui est non seulement éditeur et journaliste, mais il est écrivain et il s'est fait une spécialité de raconter la vie des papes. Bernard Lecomte. Un jour, il vient me voir, il me dit « Marion, j'ai un sujet pour toi, est-ce que tu veux me faire un livre ?» Alors j'ai dit « D'accord ». Et j'ai fait Le mystère du tableau de David, qui raconte, regardez, ça c'est Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, la vie et la mort de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, qui a voté la mort du roi le vendredi et qui est mort le dimanche, en janvier 1793. Il y a eu un très beau tableau de fait, ça c'est pas un très beau tableau, c'est un plagiat de mémoire. Et le tableau a été fait par le peintre David, et à la fin de la Révolution, le tableau a disparu. Voilà. Alors, le mystère du tableau de David,
Ça aurait été mieux si on avait dit le mystère du château de Saint-Fargeau ou un truc comme ça. Mais c'est vraiment je me suis beaucoup amusée à écrire ça. J'aimais l'hypothèse concernant la mort de Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau, que c'était absolument pas ce qu'on a dit, qu'on a dit ses contemporains. On a dit qu'il avait été lâchement assassiné par un affreux royaliste, alors que lui c'était un robespierriste, hein, Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau. C'est-à-dire c'était un monsieur franc-maçon qui était très proche de Robespierre, des Jacobins, alors que c'était un des hommes les plus riches de France, c'est-à-dire l'aristocrate d'extrême gauche, on peut dire. Et l'aristocrate d'extrême gauche, selon toute vraisemblance, il était d'extrême gauche comme je suis national-socialiste, comme l'un et l'autre. Et en fait, il avait été envoyé par les partisans du roi pour sauver sa vie, et la pression ayant été trop forte, il a voté la mort du roi. Et honnêtement, pour avoir un petit peu regardé de près ce qu'a été le procès du roi, celui qui osait s'élever contre l'avis général, il mettait véritablement sa vie en danger. Il n'a pas de jugement moral à porter sur le fait que les uns et les autres ont voté la mort du roi, mais s'il n'en pensait pas un mot. Cela dit, il a voté la mort du roi le vendredi et il est mort le dimanche. Vraisemblablement, ce sont les gens de sa famille qui lui ont dit « Dis donc, mon tonton, on t'avait donné une mission, tu ne l'as pas remplie, c'est comme ça que ça se passe. » Et alors, je vais te raconter une histoire qui est très amusante. C'est qu'il y a une quinzaine de jours, j'étais à Paris, dans le 6e arrondissement, je traverse une rue et je vois une dame qui pousse une poussette et qui me dit « Marion Sigaud », ça m'arrive de plus en plus souvent quand même, les gens me reconnaissent dans la rue, je lui dis « Bonjour madame », elle me dit « J'ai lu le mystère du tableau de David, je peux vous dire que je suis de la famille de Saint-Fargeau et que votre thèse nous intéresse beaucoup et que nous pensons effectivement comme vous. » J'étais toute contente. Alors je lui ai souhaité une bonne journée. Voilà. Donc là, j'en suis là. Ça, c'est tout ce que j'ai fait. Et là, en ce moment, je suis en train d'écrire un livre sur Voltaire que j'avais vraiment la ferme intention de ne jamais écrire parce que je trouvais que Voltaire c'était trop gros. Et puis finalement, je dis des choses comme ça, je ferai jamais ça. On dit Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Voilà. Donc je suis en train d'écrire le livre que je m'étais promis de ne pas écrire. Et là, je suis dessus toute la journée. C'est passionnant, c'est ce que j'aime faire, c'est beaucoup ce qu'on me réclame. Vraiment, on m'a beaucoup réclamé un livre sur Voltaire. J'avais commencé, avant de faire ce Voltaire, j'avais commencé un livre sur le pain du peuple, c'est-à-dire sur toute la législation concernant les subsistances et la façon dont on a trahi le peuple français, ce qui a déclenché la révolution que le peuple français a perdue, hein, c'est clair, hein, c'est les bourgeois qui l'ont déclenché, c'est les bourgeois qui l'ont gagné à un prix incommensurable en termes de bien-être collectif. Enfin, je veux dire, il y a eu avant la Révolution un certain style de vie, après la Révolution, l'horreur économique, quoi. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc c'est pas que je voulais, c'est que j'ai commencé tout un plan, toute une recherche pour écrire un livre dont j'avais l'intention d'appeler Le pain du peuple. Donc je me suis arrêtée pour faire Voltaire, et puis dans l'intervalle, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Marion, on aimerait bien que vous fassiez un livre sur ci, sur là », donc maintenant j'ai plus qu'à, quoi, ça tombe. Toujours sans la presse, enfin c'est pas sans la presse, c'est malgré une presse hostile, parce que la presse s'est manifestée de façon hostile vis-à-vis de moi récemment, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais trouvé bon de faire la moindre recension de mon travail, mais pour me tirer dessus et raconter des saloperies, ils sont là. Donc je me suis passé d'eux, et voilà, je continue d'écrire, et on me demande d'écrire, et je continue. Alors, moi j'ai une ambition dans la vie que j'ai affirmée il y a une trentaine d'années. Moi, ce que je veux, c'est écrire. Alors, voilà, j'écris. C'est ce que j'aime, c'est ce que je sais faire, et je pense que c'est ce que les gens aiment dans ce que je fais. J'ai une histoire, alors je l'ai déjà un peu racontée, mais je peux la raconter un peu plus dans les détails. Au mois de juin dernier, j'étais à Bordeaux. J'étais invitée à faire une conférence avec un monsieur, comment il s'appelle? Alain Soral. Ben voilà, Alain Soral, voilà, c'est lui. Bref, je me retrouve à Bordeaux, et après toute la soirée, la rencontre avec les gens, la conférence et tout, je vais pour me coucher, je rentre à l'hôtel et je me fais barrer le passage par un grand jeune homme qui me dit « Vous êtes Marion Sigaud ?» Je lui dis « Enchanté ». C'était pas d'heure, moi je peux pas veiller la nuit, il faut que je dorme le soir tôt et tout. Et il avait l'air tellement content de me voir, il dit je suis tout ce que vous faites et tout, est-ce que je peux vous offrir un verre? Donc il m'a offert un verre, il m'a présenté sa famille, son papa, sa maman qui étaient là à l'hôtel et tout. Et vous savez comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé qu'on a fait une BD ensemble, parce que ce grand jeune homme est dessinateur. Il s'appelle Loïc Serja, il a une plume magnifique, c'est un garçon absolument adorable.
et qui travaille très très bien, et surtout alors il travaille très bien au niveau du dessin, parce qu'il a vraiment un trait de crayon, et puis il a tout le sérieux, mais idéologiquement, il partage vraiment mon désir de faire avancer la vérité, de faire avancer les choses et tout. Et on vient de terminer tous les deux Cartouche, qui va bientôt sortir. Je peux pas dire quand il va sortir, parce que pour l'instant, il en est encore à une phase qui échappe à moi, qui ai écrit l'histoire, et à lui qui l'a dessiné. Et ce livre, cette BD va bientôt sortir. Et on a d'autres projets derrière. Alors, il ne faut pas parler des projets avant, mais on a d'autres projets derrière. Et les BD, c'est parti. Et ça sera des BD d'histoire, mais d'histoire authentique. Ce qu'on a fait sur Cartouche, au moindre détail, tout est vrai. Tout est vrai. Et il faudra que j'ajoute au moment de la fabrication, j'ajouterai mes sources. C'est-à-dire, il faut que une BD d'histoire telle que je veux la sortir, il faut que ça puisse être un livre qui ouvre la voie à la recherche. C'est-à-dire que quelqu'un qui va lire cette BD puisse se dire, tiens, j'aimerais bien en savoir plus, et trouve le plus en question en référence à la fin du livre. Comme on fait sur un livre d'histoire normal. Voilà. Et il y a d'autres projets aussi qui sont, alors je ne sais pas si je peux en parler, mais des projets avec contre-culture qui ont rapport avec tout ce que j'ai fait comme conférence. Donc voilà, ça n'arrête pas. Et je suis contente, c'est ce que j'ai toujours voulu. Je cherche pas la gloire et je cherche pas la fortune, mais j'ai espéré la reconnaissance et je l'ai. Voilà, la reconnaissance de qui? Mais des gens que j'essaye d'atteindre, c'est-à-dire des gens comme moi, des gens simples, des gens comme moi. C'était mon ambition et je suis en train vraiment de la réaliser. Alors c'est rigolo parce que moi ce matin je vais chez le coiffeur. Ah, c'est Marion Sigaud, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Tous les jours, des gens me reconnaissent et m'embrassent, me disent qu'ils m'aiment. Je reçois des déclarations d'amour plus souvent qu'à mon tour. Enfin bon, c'est très sympa. Voilà. Et alors j'ai demandé un jour à un grand jeune homme qui s'y connaissait beaucoup en termes d'internet s'il pouvait me faire un site. Et il m'a dit oui. Et alors après m'avoir fait mon site, il m'a dit il faudrait qu'on fasse une vidéo.